Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais débriefer aujourd'hui la journée 3 du tournoi des 6 Nations 2020. Avant toute chose, merci de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez mes vidéos, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Ça mettra en valeur la chaîne. La rubrique commentaires est ouverte pour débattre, n'hésitez pas à vous en servir. Cette semaine, la vidéo débrief arrive plus tôt mais sera aussi plus courte. Tout simplement car ma fin de semaine est trop chargée et que je voulais pas attendre trop de temps avant de proposer ce contenu, qui reviendra sur les 3 matchs de la journée 3, et plus spécifiquement le superbe Galles-France. Ceux qui ont vu ma précédente vidéo ont pu constater que je n'étais pas un bon pronostiqueur, mais que j'avais vu juste sur les progrès effectués pour les Bleus pour remporter ce type de match. Excepté la série de mêlées subies amenant le carton jaune d'Awas, la France a bien tenu la baraque dans ce secteur. L'amélioration de la touche a été encore plus visible, amenant même l'essai bien préparé de l'excellent et méconnaissable Willemse après une solide combinaison. On a enfin vu pas mal de jeux au niveau des trois quarts, Ntamak distribuant bien le ballon, alors que Vincent et Vakatawa ont sans cesse attaqué la ligne d'avantage, que Fickou a été inspiré sur son aile, et que Boutier a eu de vraies occasions de se mettre en valeur offensivement. Sa passe ratée pour Fickou après un bon lancement de jeu est son unique erreur. Après une prestation mitigée contre l'Italie, Ntamak s'est très bien rattrapé, avec un 100% au pied, un essai opportuniste sur interception, un bon jeu au pied pour l'essai de Boutier, et des retours défensifs salvateurs, comme à la 64e minute pour récupérer les errements de Teddy Thomas. On a vu des petites baisses habituelles de régime côté français, mais jamais d'écroulement. La preuve avec la fin de première mi-temps, où on défend à 5 mètres de notre ligne pendant 6 minutes au-delà du temps réglementaire. En faisant une petite statistique, on comprend pourquoi la France a été si efficace pour contenir la grande majorité des assauts gallois. 12 plaquages pour Vakatawa, 15 pour Vincent, qui revient de nulle part à la 80e pour faire avorter la folle course de Nick Tompkins, un excellent 18 sur 18 pour François Cros, plus en vue que lors des deux premières rencontres, et un très solide 14 sur 14 pour Julien Marchand. Les sécateurs Aldrit et Olivon, ainsi que la robuste deuxième ligne Leroux-Willemse, ont également contribué à ce récital défensif. Fabien Galtier n'avait pas voulu bouleverser son banc lors du second match, par souci de continuité, mais il a eu l'intelligence de le faire ici. Pour sa première, Jean-Baptiste Gros a été sobre mais solide. Kamicha signe le contest décisif de la 80e minute. Demba Bamba, qui aurait sûrement dû rentrer plus tôt pour suppléer le très fatigué et performant Awas, a traversé la mêlée galloise dès son entrée, et Romain Taufifenua s'est jeté comme un mort de faim sur un ballon essentiel. Cretin, Ramos ou Serin n'ont pas vraiment eu l'occasion de briller, mais ont fait le boulot. En dépit d'une pénalité ratée de très peu, Mathieu Jalibert a apporté un bon jeu au pied quand il a pris le relais d'un Ntamak logiquement usé. Si on a vu des progrès dans le registre des duels aériens, symbolisés par l'essai d'Anthony Boutier suite à une chandelle bien dosée de Ntamak, et Thomas qui gêne bien Alfpeni dans le duel, c'est souvent par le pied que les Gallois ont trouvé l'avancée qu'ils n'arrivaient que rarement à obtenir autrement, à cause notamment de la grosse défense française. Ça a été le cas lors de la mésentente Olivon-Aldrit. Cyril Bay fait un gros tournoi, et là se terminé pour lui après une luxation de l'épaule, mais contre les Gallois, il est à l'origine des 9 points du 15 du Poireau en première mi-temps, se faisant pénaliser 3 fois. À la 3e minute pour ne pas être sorti assez rapidement du ruck, à la 25e pour un hors-jeu en bord de ruck, et à la 33e pour un replacement défensif insuffisant, après une percée galloise. Teddy Thomas a vraiment été le maillon faible de ce match. Défensivement, il ne progresse pas. Il a réédité la même erreur que contre l'Italie, en montant en pointe alors que son partenaire en faisait de même. Pire encore, il a mal jugé un jeu au pied gallois, ce qui a failli coûter très cher. Au plaquage, il est seulement à 2 sur 4. Enfin, sur l'aspect offensif, son point fort, il s'est montré inhabituellement peu inspiré, choisissant à 2 reprises la mauvaise option, prenant à la main un ballon à taper au pied, et tentant de taper un ballon à prendre à la main. Sa sortie à la 66e minute pour être remplacé par l'ouvreur Mathieu Jalibert s'apparente grandement à une sanction de Galtier. La menace Penaud plane indéniablement sur Teddy Thomas pour le rendez-vous écossais. Le tournant du match est sans conteste l'interception de Ntamak à la 52e, qui permet aux Bleus de reprendre 8 points d'avance, alors qu'ils venaient de prendre un essai par Dylan Lewis et commençaient à sérieusement flancher. Les Gallois ont eu ensuite du mal à revenir jouer dans le camp français. Le carton jaune d'Aldrit me paraît extrêmement sévère. Je dirais que l'arbitre avait décidé de le mettre bien avant l'éventuelle faute. En visionnant l'action, on voit que Aldrit, assistant plaqueur, lâche le joueur avant de contester le ballon. Les commentateurs de France 2, Mathieu Lartaud et Dimitri Yachvili, ont fait preuve d'un incroyable chauvinisme en affirmant qu'il n'y avait pas en avant entre Boutier et Vakatawa sur l'essai de Fickou. L'action est superbe, mais l'en avant, bien que léger, est indiscutable. À la 66e, Willemse a failli commettre sa seule erreur du match sur un ballon chaud gallois. Y avait-il en avant volontaire? Pour moi, clairement non. On est dans le cas typique du joueur qui va au plaquage en engageant ses 2 bras et touche le ballon sans le vouloir. Néanmoins, ce genre d'action est quasi systématiquement puni par un carton jaune. Y avait-il bien essai de Bigard à la 75e minute? Pas évident.
Le ralenti montre bien que le 10 gallois perd le contrôle du ballon, mais le récupère dans la foulée avant qu'il touche le sol. Pas de problème de ce côté-là. Le bémol, c'est qu'on voit jamais le ballon être clairement aplati, et que Ntamak met sa main dessous. Pour ce Italie-Écosse, j'avais pronostiqué un match nul. S'il ne l'a pas été au score, il l'a été indéniablement sur le niveau de jeu affiché. On comprend mieux pourquoi ces deux équipes sont les dernières du tournoi. Les Italiens n'apprennent toujours pas de leurs erreurs. Encore des soutiens offensifs en retard, trop de profondeur pour lancer le jeu, comme le montrent ces deux illustrations où les trois quarts sont très loin du ruck. Beaucoup d'en avant, l'Italie commet les mêmes erreurs encore et encore. La touche non trouvée par Cana et amenant l'essai de Hogg en est une nouvelle illustration. Résultat, l'Italie a concédé énormément de turnovers fatals. Défensivement, c'est toujours pareil. Des plaquages timides lors du deuxième essai écossais, et des joueurs qui se consomment inutilement sur un ruck, laissant tout l'espace à Adam Hastings pour aller inscrire le troisième essai. Enfin, on a eu droit à l'habituelle faute idiote, le plaquage retourné valant un carton jaune logique. Tant que les Italiens n'apprendront pas de leurs erreurs qu'ils commettent depuis des années, ils ne progresseront pas. Pour le reste, l'Italie a aussi chuté par rapport à ses points forts. Outre une touche très mitigée, la mêlée, plutôt consistante sur le début de tournoi, s'est carrément délitée, et les ballons portés ont été très improductifs. Pire encore, l'Italie n'a même pas été réaliste, se permettant de rater 4 occasions d'essai, comme sur cette séquence où Bellini choisit étrangement le retour intérieur, alors que le couloir est libre vers l'en-but. Par rapport à l'état d'esprit, j'ai vu des choses très douteuses en termes d'ambition. Quand je vois Thomas Wallan se marrer après une pénalité ratée qui a touché le poteau, et l'équipe se congratuler suite à une mêlée gagnée comme si elle était championne du monde, alors qu'elle a passé la quasi-totalité de la deuxième mi-temps dans son camp, l'Italie se contente vraiment de très peu, et ce manque de sérieux est rédhibitoire. Hormis le jeune remplaçant Giovanni Licata, auteur d'une rentrée incisive, peu de joueurs italiens sortent du lot. Cana est toujours aussi mauvais au pied, Bellini et Minozzi sont rapides certes, mais font de mauvais choix, et Ward manque d'explosivité, le troisième ligne Negri est l'ombre de lui-même, et demi de mêlée sont médiocres. Montebrali qui porte trop le ballon, et son suppléant Palazzani éternellement en retard sur les rucks. Un comble pour un numéro 9. Côté écossais, on a très vite senti le manque de confiance, après 2 défaites et 0 essai marqué. Cette perte de confiance est incarnée par les nombreux ratés au pied de l'ouvreur Adam Hastings, Ali Price et son énième touche directe, ou bien des Écossais attaquant en solo et semblant désorganisés par moments. La mêlée, la touche et de très bons plaquages ont permis aux 15 du Chardon de prendre le dessus. Excepté une ou deux erreurs, l'arrière et capitaine Stuart Hogg a retrouvé de sa superbe pendant ce match, trouvant une belle pénale touche et scorant un essai personnel magnifique. Son retour en forme n'est pas étranger à la prestation écossaise. Toutefois, le gros atout de cette équipe d'Écosse sur ce match est indéniablement sa troisième ligne omniprésente et hyperactive sur les rucks et dans le jeu. Le symbole de cela est indéniablement laissé manquer à 2 mètres de la ligne pour un en avant de Ritchie, après 2 relais de ses compères de troisième ligne, Hamish Watson et Magnus Bradbury. Hamish Watson, justement, a été logiquement élu homme du match. Il aurait été parfait s'il n'y avait pas eu en avant sur une très belle occasion d'essai. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce match Angleterre-Irlande, d'un ennui mortel et sans ambiance dans les tribunes. Je sais pas ce qu'ont mangé les joueurs avant la rencontre, mais ça manquait de rythme, de concentration et d'envie. La première mi-temps est un cavalier seul des Anglais, ultra dominateur dans l'agressivité et les duels, mais ne scorant que sur les grossières erreurs des Irlandais. Entre Sexton qui tergiverse dans l'en-but, puis Stockdale en dilettante. Service minimum pour le 15 de la Rose ensuite, en deuxième mi-temps, avec juste une mêlée monstrueuse à la 59e, puis un bon ballon porté pour le troisième essai dans la foulée. Ensuite, rien à signaler, avec 0 effort pour obtenir le bonus offensif, qui aurait quand même dû être acquis à la 64e minute, quand May récupère la balle sur Cooney et court vers l'en-but, avant d'être plaqué très en retard et l'épaule dans les jambes par le centre irlandais Henshaw. Le carton jaune et l'essai de pénalité s'imposaient. Une grosse erreur de l'arbitre sur ce coup. Côté irlandais, c'est la tristesse générale, à l'image d'un Murray peu dynamique et d'un Sexton à côté de ses pompes, ratant grossièrement un coup de pied et coûtant le premier essai. Jonathan Sexton n'aura marqué aucun point dans un match, un fait très rare. Au final, l'Irlande s'est réveillée 2 fois, en début de deuxième mi-temps, avec l'essai d'Henshaw à la 50e, puis à la 82e en force et sans génie par le pilier Andrew Porter. Quasi 100% de réalisme pour l'Irlande, mais un contenu extrêmement pauvre et soporifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Le débat est ouvert dans la rubrique commentaires. Salut à tous!